Alors, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Vous savez, ici, on parle de beaucoup de sujets très différents. J'aurais beaucoup de plaisir de partager avec vous, toujours un sérieux plaisir, de faire partie de Moins qu'un sens, là où on se développe, on grandit ensemble en communauté. Vous savez, la vie est très importante. Les expériences que nous avons aussi sont très importantes. Notre qualité de vie ne peut que concorder ou aller selon l'expérience que nous vivons chaque jour. Ici, on va voir un truc très intéressant. Okay? C'est une vidéo qui m'a été envoyée par une personne très intéressante, des femmes indiennes qui vivent aux États-Unis d'Amérique, qui ont fait un commentaire très intéressant par rapport à la population noire. Évidemment, vous savez, la vie est compliquée. On va d'abord suivre très rapidement, ensuite je ferai un petit commentaire. In families, it's unacceptable to marry someone who is outside of your race and religion. So, especially, I mean, it is forbidden if you marry somebody black. So that was like huge. I actually just left Marshall's, and the manager, nice looking, dark brown skin, dreads, was asking me if I was Indian. And I was like, yeah, I am. And he was telling me how he was engaged to an Indian woman. And then her parents went and found a dude in India for her to marry. So she called it off with him. And he was like so hurt. And I was like, what the fuck? So I told him, I was like, that's her fault because she knew what her parents were like. Elle dit qu'elle a rencontré un jeune homme, bel homme, un noir américain, génial, sympathique et tout le bazar. Le monsieur l'a demandé, est-ce que tu es indienne? Elle dit, oui, je suis indienne. Surprise. Le monsieur dit, non, oui, je demande parce que j'ai été fiancé à une indienne. On était ensemble pendant un temps, mais malheureusement, ses parents n'ont pas voulu de moi. Parce que après notre engagement, malheureusement, la famille de la fille ne voulait pas de moi. Ils sont finalement partis chez eux, c'est-à-dire en Inde, pour lui chercher un homme pour épouser. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé entre eux. C'est triste parce que, bon, généralement, quand un monsieur te pose des questions comme ça pour te dire, tu es indienne. En fait, j'étais engagé à une femme indienne et sa famille n'a pas voulu de moi. Vous pensez que c'est pourquoi l'homme le fait? C'est parce qu'il a simplement envie de te demander si tu es indienne et te raconter que la famille indienne ne voulait pas de lui? Non. Moi, je pense que généralement, quand on fait ça, c'est pour commencer une histoire, n'est-ce pas? C'est généralement pour voir si on peut débuter, surtout si ça vient d'un homme, n'est-ce pas? Pourquoi il te dirait, j'étais engagé, j'étais fiancé à une indienne, sa famille ne voulait pas de moi? Si c'est pas pour essayer de vérifier, voir si tu as aussi les mêmes tendances ou pas. Et cette femme le dit ouvertement. Chez nous, généralement, on peut épouser n'importe qui, sauf les Noirs. Généralement, on aime rester dans la culture. Généralement, on aime rester dans notre culture indienne, notre religion hindoue. Mais particulièrement contre les Noirs. Donc, c'est-à-dire, c'est acceptable d'épouser les Blancs, mais pas les Noirs. On continue. So last I left off, I haven't spoken to my dad in over a decade. I think the last time I spoke to him was in 2013. I don't need him in my kids' lives. He disowned me a long time ago, or I felt he disowned me, even though I felt like he... Si on ne veut pas de toi dans une communauté, tu vas aimer une indienne, la famille indienne ne veut pas de toi. Pourquoi tu vas te forcer à chercher encore une autre indienne? À moins que ce soit un complexe d'infériorité. Tu as aimé une indienne, ok? Vous êtes fiancés, sa famille n'a pas voulu de toi. On est parti chercher un monsieur là-bas, en Inde, pour l'épouser, malgré votre fiançailles. Toi, tu vas encore continuer chez les indiennes, chercher une autre indienne? Tu ne peux pas trouver quelqu'un comme toi dans votre communauté? C'est difficile à comprendre. Continue. So last I left off, I haven't spoken to my dad in over a decade. I think the last time I spoke to him was in 2013. I don't need him in my kids' lives. He disowned me a long time ago, or I felt he disowned me, even though I felt like he wanted to communicate with me, but he didn't want to own up to the fact that he has half Black grandchildren. He would tell people I'm off somewhere studying. The kids didn't exist. There's no pictures of me in his house. There's no pictures of the kids in this house. Anytime I would see one of his friends, oh, how's school? Bro, I'm married. But anyways, yeah, I don't need that in my life. You'll learn more about my upbringing with my dad and my stepmother in another video. There's a lot there. Anyway, so now let's get into my mom. I tried. Guys, I tried. And I'm like, okay, let's see if she changed. And I would use little triggers to see how she would react. There were 3 things that I'm like, wow, you can still do this to this day? So one was my 21-year-old hurt his Achilles in December. He got hurt. I told Instagram, Facebook, all of that. So my mom follows me on Facebook. So she read it. And I also told my sister, who told my mom. My mom writes me 4 days after it happened. And she was like, she wrote me on Facebook Messenger. She's like, is, Elijah okay? I was like, he's okay. He's in a lot of pain. She wrote me 2 days after that message and gave me a thumbs up emoji. A thumbs up. Okay, whatever. So I decided to visit my sister in Maryland
and because she just had a baby and I wanted to see my nieces. There's 2 of them. So I went there with my oldest daughter, who was her favorite when I was younger. She was literally like, give me her and I want to raise her again like she was her daughter, because, apparently she didn't raise me and my sister right. Yeah. Anyways, so I brought her to Maryland to see her grandmother because she also wanted to see her uncle and her aunt and all of that good stuff. And my mom, the only thing she really said to my daughter was hi. There was no conversation. There was no, oh, how's school? Or what are you doing? Are you working? There was no trying to get to know her granddaughter at all. And I'm like, that's crazy. You would think she wants to get to know her grandchild. Like, who wouldn't want to get to know your grandchild? If I had a grandchild, I want to know everything about that child. Incroyable. D'abord, on sait facilement voir qu'il y a beaucoup de blessures intérieures venant de cette femme qui clairement est tombée amoureuse d'un monsieur noir avec qui ils sont mariés. Elle a eu des enfants et sa famille l'a complètement rejetée. Surtout son père qui ne voulait absolument rien avoir avec. Je sais que les hommes, quelquefois, quand ils sont contre quelque chose, ils peuvent aller jusqu'au bout. Il a dit pouvoir garder une certaine correspondance avec sa mère. Mais une fois, il lui est arrivé que son enfant s'est cassé la jambe ou brisé un truc comme ça. C'est fait mal. La maman lui écrit 2 jours après pour lui dire « il va bien ». Elle répond. Ensuite, elle répond encore 4 jours après, elle fait ça. Donc, par rapport à sa sœur, évidemment, elle a une sœur qui a épousé un blanc. D'accord? Sa sœur reçoit, comme d'habitude, beaucoup d'attention, beaucoup d'amour. Ses enfants à elle, par rapport aux enfants de sa sœur, qui est mariée à un blanc, c'est complètement différent. La collaboration, la communication entre les parents, c'est-à-dire les grands-parents avec les enfants, est totalement différente venant de elle qui a épousé un noir et sa grande sœur qui a épousé un blanc. C'est bien triste de voir ça. Parlons de cette communauté très intéressante. D'abord, je pense qu'il faudrait qu'on comprenne les bases. En Inde, depuis des milliers d'années, il y avait déjà un système de caste qui existait. Un système de caste qui séparait les gens selon leur niveau social. Tout bazar. Il y a même une partie en Afrique où ça existait, même enfin, bref. En Inde, c'était comme une pyramide. Dans cette pyramide, il y avait les barmines. Les barmines étaient au-dessus. Les barmines étaient les plus respectés, les plus autoritaires. Ils étaient souvent les prêtres, les intellectuels. Les prêtres et les intellectuels étaient au top de cette pyramide. Ensuite, il y avait des Kshatriyas. Les Kshatriyas étaient des nobles et des guerriers. Ils étaient dans la haute retraite, évidemment, de la communication ainsi que la gouvernance des sociétés indiennes à l'époque. Ensuite, il y avait les Shudras. Les Shudras étaient servants et ouvriers. Et au plus bas du pyramide, il y avait les intouchables. Les intouchables étaient considérés comme les plus sales. Okay? Ils étaient ostracisés de la société. Ils étaient aussi appelés Dalits. Ils sont ceux qui vont laver les toilettes. Au fait, il y a beaucoup de gens qui ont été condamnés même par rapport à cette histoire, malheureusement. C'est-à-dire, il y a un Dalit ou un Dalit ou encore un intouchable qui s'approche trop près d'un intellectuel ou d'un prêtre. Beaucoup ont été condamnés, ils étaient en prison, juste pour s'être approchés un peu trop près. C'est à ce niveau-là, dans cette communauté-là. Et évidemment, c'est souvent, les castes, c'est souvent par rapport à leur skin, leur peau, leur couleur de la peau, la teinte de leur peau. Plus on est clair, plus on monte. Plus on est sombre, plus on descend. Bon, moi, je ne sais pas pourquoi nous, les Noirs, on a été... Je ne sais pas si c'est une malédiction ou quoi, il faut nous expliquer. Peut-être que dans l'histoire, quelqu'un... Je ne sais pas, je ne comprends pas. Pourquoi on ne nous aime pas? Ça me dépasse. Partout dans le monde. Chez les Chinois aussi, il y a des Chinois noirs qui sont complètement ostracisés, ils ne sont pas respectés. Ah oui, évidemment. En Australie, il y a des Noirs complètement ostracisés de manière abominable. Leurs terrains sont saisis, pris, leur lieu de prière est bafoué. Incroyable. En Philippines, il y a des Noirs. Oui. Il y a des Noirs aux Philippines, complètement bafoués. Donc, c'est très compliqué. Partons de cette société indienne où généralement, même dans les cinémas, vous regardez les films de cinéma indien, vous verrez rarement, presque jamais des Noirs ou des Indiens de couleur sombre. Souvent, les Indiens de couleur sombre sont en train de nettoyer les parages. Maintenant, ce qui me dérange ici, c'est quoi? C'est de voir que généralement, ces gens sont ouvertement contre ces relations. La raison qu'ils avancent, c'est nous voulons préserver notre culture. On veut des gens qui nous ressemblent, des gens qui adoptent notre mentalité, des gens qui sont dans notre religion. Okay? C'est ce qu'ils disent. Mais si un blanc vient, c'est ok, il n'y a pas de souci. La culture indienne de caste existait, c'est vrai, depuis des milliers d'années. La culture indienne existait depuis des années, depuis des milliers d'années, mais n'était pas renforcée, n'était pas vraiment respectée jusqu'à l'arrivée des Anglais en Inde. C'est l'arrivée des Anglais en Inde qu'ils ont écrit ça dans leur loi. Ils ont légalisé ça. C'est-à-dire, désormais, il y a des castes. On va commencer à traiter les gens différemment selon leur caste. Les castes étaient là, mais ce n'était pas vraiment appliqué comme ça. C'est les Anglais qui ont renforcé cette histoire. Et ils ont fait ça aussi, évidemment. On a fait ça aussi au Rwanda. Il y avait les Tutsis et les Hutus. Ce n'était pas nécessairement parce que le Tutsi était comme ça, phonétiquement, les Hutus comme ça. Le Tutsi était celui qui était haut placé sur le plan social. Le Hutu était l'ouvrier. Et il n'était pas phonétiquement différent. Ce n'était pas celui que vous appellerez Hutu aujourd'hui était aussi Tutsi dans le passé. C'est ça. Donc, ils ont instauré un système de séparation, évidemment, divisé pour mieux régner. Avec ça, quand on vous sépare, il est plus facile de vous détruire.
plus facile de vous lever les uns contre les autres. Maintenant, ici, on parle de ce qu'on voit généralement dans nos sociétés. C'est bien triste de voir ça, où nous sommes apparemment les seules personnes que personne ne veut. Que ce soit les Noirs américains, que ce soit les Noirs en Afrique, les Noirs en Asie, les Noirs partout, les Noirs en Amérique latine, sont les plus bafoués, les plus haïs, les plus détestés, les plus négligés. Maintenant, ce qui me dérange le plus, c'est quoi? C'est de voir des gens qui sont clairement rejetés par d'autres communautés, mais fournissent des efforts incroyables pour être acceptés par ces communautés. Ça me dépasse. Vous verrez une fille en Afrique qui, quand elle se tire un Libanais ou un Indien, elle trouve qu'elle a réussi dans la vie. Elle vous parle avec beaucoup de condescendance. Vous avez déjà certainement expérimenté ça. Elle a un Indien, un Libanais. Bon, voilà, désormais, elle ne trouve que circule parmi les Indiens et les Libanais. Et vous remarquerez, parlons des Indiens. Ok, on va épargner les Libanais aujourd'hui. Parmi les Indiens en Afrique, ils ne sont que parmi eux. Les Indiens se retrouvent entre eux. Les Indiens se développent entre eux. Ils font du business entre eux. Ils n'incluent pas d'autres personnes. Un Indien peut commencer à sortir avec une femme africaine. Évidemment, c'est la femme qui reçoit. Mais vous ne verrez jamais un Africain sortir avec un Indien. En tout cas, pas en Afrique. Peut-être qu'il a eu la chance de le faire en Inde pendant qu'il était étudiant. Et par hasard. Mais en Afrique, je sais pas. En Afrique, vous ne verrez pas un Africain sortir avec une Indienne. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Vous n'êtes pas assez bien. Ce n'est pas possible. C'est la raison pour laquelle Idi Amin, à l'époque, en Ouganda, pendant qu'il vivait avec les Indiens, qui étaient importés en Afrique pour construire les rails venant de Mombasa jusqu'à Kampala. Parce qu'évidemment, d'après les Anglais à l'époque, les Noirs n'étaient pas assez aptes intellectuellement pour construire ces rails, ce chemin de fer. Ils ont fait appel aux Indiens. Les Indiens ont construit les chemins de fer. Les Noirs étaient là pour couper la brousse. Et les Indiens, parmi eux, beaucoup sont restés en Ouganda, d'autres sont restés au Kenya, où ils ont une tribu. Bahindi. Il y a une tribu, Bahindi, en Afrique, tribu reconnue constitutionnellement. Les Indiens qui sont restés en Ouganda ont pris l'économie en main, ils ont commencé à gérer les choses. Après le départ des Anglais, c'est eux qui avaient la tête des entreprises. Et à l'arrivée d'Idi Amin, il n'a pas aimé, il a dit, niet, comment ça se fait que vous ne vivez que parmi eux? Vous ne vivez que parmi vous. Vous avez vos propres célébrations, vos propres communautés, où les Ougandais ne sont pas autorisés, ne sont pas invités. Quand vous gagnez de l'argent, au lieu d'investir de l'argent dans l'entreprise et la communauté ougandaise, vous envoyez l'argent en Angleterre. Voilà la raison principale pour laquelle Idi Amin a dit, niet, il faut quitter mon pays. Je vous donne autant, je ne sais pas combien de temps il a donné, quitter mon pays, 48 heures. Prenez vos clics et vos claques, partez. Maintenant, c'est quoi ce complexe d'infériorité que beaucoup d'Africains ont? Il n'y a pas seulement des Africains, il faut le dire aussi. Je discutais avec une Éthiopienne qui me disait, nous, dans notre communauté, on peut aimer un homme très bien, beau, tout ça, mais bon, notre communauté, on a beaucoup souffert, on ne se marie qu'entre nous. C'était juste une conversation générale comme ça. Genre, on ne se marie qu'entre nous. J'ai dit pourquoi? Elle dit c'est parce que on a beaucoup souffert. J'ai dit ok, mais c'est intéressant. Après, son homme blanc est venu. Quand c'est un blanc, ça ne dérange pas. Qu'est-ce que je raconte? Et après, le mari de sa sœur, un blanc est venu. À l'arrivée du mari de sa sœur qui était un blanc, je dis mais c'est intéressant. C'est le mari, oui, c'est le mari de ma sœur. Donc quand c'est un blanc, là c'est acceptable. La loi ne tient plus debout. On n'est plus communauté réservée. Mais c'est seulement quand c'est un noir que là vous êtes une communauté réservée. Et je pense que c'est important autant on veut prêcher l'amour, l'acceptance de tout le monde. Il est important de se valoriser, de se remettre à sa place. Et c'est aussi cette mentalité, il faut le dire, où les noirs généralement aiment rabaisser l'autre noir. Ok? Ce sont des choses qu'on voit même dans les ambassades, il faut le dire. Dans les ambassades, vous partez dans l'ambassade, par exemple, de l'Inde ou du Liban, il y a des Libanais qui sont là, il y a aussi quelques Noirs qu'on engage évidemment pour travailler, pour prendre les papiers et tout le bazar. Ce sont les Noirs qui sont les plus méchants. Quand vous allez demander un visa, qui sont les plus méchants? Ce sont les Noirs qui sont les plus méchants. C'est eux qui vous rendent la tâche difficile. Et c'est triste de réaliser ça. Je pense qu'il est important de se valoriser, se donner le respect nécessaire dans cette communauté. Évidemment, si vous êtes amoureux d'une personne qui vous aime réellement, voilà, vous vivez votre vie, c'est bien pour vous, mais forcez, désirez être accepté, demandez pardon dans le milieu où vous êtes rejeté. Oh, Black Lives Matter, personne n'a besoin de vous. Je pense qu'il est important, à un moment donné, les Africains doivent dire, niet, on ne veut pas d'Indiens ici, nous aussi on ne veut pas, ne venez pas rester chez vous. On ne veut pas d'Européens chez nous, venez rester, c'est ça. C'est comme ça qu'on se valorise. Et c'est très compliqué. Et ce n'est pas seulement en Inde. Même en Afrique du Sud, il y a une communauté d'Indiens, communauté des Blancs, communauté des Noirs, communauté des Métis. Les Indiens n'épousent jamais des Noirs. Jamais les Indiens n'épousent des Noirs. Et ce n'est rien contre les Indiens. On parle des choses réelles, des choses vraies qui existent. Les Indiens en Afrique du Sud n'épousent jamais des Noirs. Mais ils épousent des Blancs. Pourquoi? Les Noirs ne sont pas assez bien. Point d'interrogation. La culture n'est pas assez bonne. C'est ça qu'on avance souvent comme alibi. C'est quoi sur la culture des Noirs qui n'est pas assez bonne? Mais il faut aussi dire, au lieu de se plaindre dans ce côté-là, il y a un autre côté de l'histoire. Ne faites pas semblant, parce que généralement, parmi les Noirs aussi, vous avez du mal à vous épouser entre vous, n'est-ce pas? Si quelqu'un vient de la Côte d'Ivoire et va épouser une personne au Gabon, on dit quoi? Pourquoi lui? N'est-ce pas? Pourquoi lui? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Si c'est quelqu'un qui a de business, il a un grand machin, une histoire, là c'est bon, ce n'est pas un problème. Si c'est une personne qui ne fait absolument rien d'exceptionnel, c'est un ouvrier, là on commence à se poser des questions. Bon, si c'est en France, si à Paris, tout ça, là c'est bien parce qu'on comprend que là-bas les Noirs se mettent ensemble. Mais si c'est en Côte d'Ivoire et c'est un ouvrier qui vient du Gabon, qui vient de je sais pas où, là on pose des questions. Comment ça se fait que c'est lui, n'est-ce pas? Je pense que c'est important d'appeler aussi cette forme d'hypocrisie de part et d'autre. Merci infiniment les amis, faites-moi savoir ce que vous en pensez. Est-ce que c'est bien d'épouser une personne étrangère dans une communauté où on n'aime clairement pas les gens, dans une communauté
a les barmines, les vaillas, les choux gras, les intouchables, communauté pyramidique. Est-ce que c'est important de fournir un effort, d'aller au-delà de ce qui est normal, pour être aimé, accepté, pour être considéré en société comme une personne réussie? Parce que malheureusement, parmi beaucoup de personnes, noirs, femmes et hommes confondus, épouser une personne d'une autre race est signe, d'après eux, des réussites. God bless.